Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait de la deuxième partie de La peau de chagrin, un roman de Balzac publié en 1831, dans lequel l'auteur met en scène un personnage, Raphaël de Valentin, qui, par le biais d'une peau de chagrin, un talisman magique, va avoir la possibilité de troquer son espérance de vie contre la réalisation de ses souhaits. Ici, nous sommes dans le chapitre 2, dans lequel Raphaël raconte à son ami Émile le train de vie qu'il a mené jusqu'à son désir de suicide et ses retrouvailles avec cet ami précisément. Après avoir rencontré Rastignac, qui lui-même l'a présenté à Féodora, la fameuse femme sans cœur qui a ruiné Raphaël, celui-ci évoque avec son ami la possibilité de se suicider et évoque un certain nombre de modalités de suicide, ce contre quoi Rastignac s'insurge en lui proposant une manière à la fois plus agréable et plus sûre de se suicider. Je passe ainsi à la lecture du texte. Écoute, j'ai comme tous les jeunes gens médité sur les suicides. Qui de nous à 30 ans ne s'est pas tué 2 ou 3 fois ? Je n'ai rien trouvé de mieux que d'user l'existence par le plaisir. Plonge-toi dans une dissolution profonde, ta passion ou toi, vous y périrez. L'intempérance, mon cher, est la reine de toutes les morts. Ne commande-t-elle pas l'apoplexie foudroyante ? L'apoplexie est un coup de pistolet qui ne nous manque point. Les orgies nous prodiguent tous les plaisirs physiques. N'est-ce pas l'opium en petite monnaie ? En tant que roman philosophique, puisqu'il est catégorisé ainsi par Balzac lui-même, La peau de chagrin a pour vocation à illustrer les réflexions balzaciennes sur les modes d'existence et en particulier autour de l'énergie conçue comme quantité de vie à dépenser ou à économiser. En cela, ce passage peut évidemment faire référence à cette conception, ce qui me permet de poser la question suivante: en quoi la méditation sur le suicide reflète-t-elle la conception balzacienne de l'énergie ? Pour répondre à cette question, je diviserai mon texte en 3 mouvements. Un premier qui ira de la ligne 1 à 4, dans lequel Rastignac parle de son expérience et propose une leçon sur le suicide. Le deuxième mouvement ira de la ligne 4, depuis l'intempérance, jusqu'à la ligne 14, l'intelligence de la crise, dans laquelle il va multiplier les exemples paradoxaux visant à prouver la réalité, la pertinence de sa leçon. Et enfin, de la ligne 14 à la fin, nous aurons l'exhortation au suicide, à un suicide avec élégance, dans lequel il accepte de le seconder. Je commence ainsi le commentaire. Le texte s'ouvre sur un impératif, écoute, qui pose immédiatement le personnage qui parle, Rastignac, comme un professeur qu'il s'agirait d'écouter pour apprendre. La leçon qu'il va professer porte sur le suicide, comme il le dit lui-même. C'est une méditation sur le suicide, mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est de repérer immédiatement que cette leçon sera d'ordre paradoxal, comme le montre l'opposition entre la notion de jeunes gens signifiant la vie et la notion de suicide qui désigne la mort. À travers ces catégorisations, on peut évidemment retrouver les notions de création et de destruction qui sont les termes du parcours. L'intérêt ici de cette leçon est qu'elle repose sur l'expérience de Rastignac lui-même, mais une expérience qui est commune à tous les jeunes gens, comme le montre la comparaison dès la ligne 1. Cette communauté d'expériences est redoublée par la question rhétorique qui suit: qui de nous à 30 ans ne s'est pas tué 2 ou 3 fois ? Mais ici, il s'agit évidemment d'une expérience de pensée, puisqu'on ne peut se tuer qu'une fois. Et du coup, cette méditation est une méditation qui repose non pas sur une expérience propre, mais une expérience de pensée, mais expérience tout de même partagée par l'intégralité des gens, modélisée par le pronom première personne du pluriel, nous, et la clause temporelle à 30 ans, qui tendrait éventuellement vers l'idée de mal du siècle, comme Musset l'identifierait dans ses confessions. Il s'agit donc de tirer parti de ces expériences de pensée pour en déduire une leçon, présentée ici sous la forme d'une négation exceptive et d'un comparatif de supériorité, mieux. Et là encore, bien, cette leçon va relever d'un paradoxe puisqu'il s'agit d'user l'existence par le plaisir. On retrouve ici l'idée de création à travers le mot de plaisir, de destruction à travers le mot d'user. Et cette relation paradoxale est totalement représentative de la conception balzacienne de l'énergie puisque ici il va s'agir de vivre sa vie de manière extrêmement intense, de manière à ce que cette vie s'use et donc s'achève de manière plus rapide.
Dans la relation des termes avec les mots du sujet, on retrouve ici un chiasme, donc création-destruction, destruction-création, qui va venir ici un petit peu modéliser le piège que pourrait tendre le personnage de Rastignac, en tout cas le piège rhétorique qui est tendu à Raphaël. La partie se clôt sur le retour d'un impératif, plonge-toi dans une dissolution profonde, avec un champ sémantique qui relèverait de l'eau, plongée, profondeur, dissolution aussi dans une certaine mesure. Il va s'agir ici de se dissoudre soi-même dans le plaisir afin de périr. On retrouve toujours le balancement du plaisir et de la mort qui va avoir pour but d'éteindre la passion ou soi-même. Ici, ce qui est intéressant de noter, c'est l'identification de la passion et de l'individu, qui vont être modélisés par la deuxième personne du pluriel, vous. Et ici, finalement, l'alternatif « ou » est tout à fait rhétorique et recouvre plutôt l'adjonctif « et », puisque, évidemment, si Raphaël meurt, sa passion aussi, mais ce qui est sous-entendu, c'est que si sa passion meurt, lui-même mourra aussi, ce qui est là encore représentatif de cette identification de Raphaël à sa passion et de l'importance du mode de vie préconisé par Rastignac. Je passe ainsi à mon deuxième mouvement, un mouvement qui est construit tout en parallélisme. Donc on va avoir 3 moments dans l'argumentation qui vont être construits exactement de la même manière. Donc la présentation de la dissolution, l'intempérance, l'éthorgie, la débauche, puis celle des plaisirs, la nourriture, le sexe et la boisson, et enfin la mort qu'elle entraîne, l'apoplexie, c'est-à-dire la rupture d'anévrisme, l'opium, c'est-à-dire l'overdose, et l'asphyxie, qui sous-entend la noyade. En termes de structure, on retrouve à chaque fois la présentation de chacune par le biais d'interrogatives rhétoriques, construites avec la négation totale. Le discours est bel et bien adressé, le destinataire est explicite à travers l'apostrophe exclamative « mon cher », et la supériorité du système de Rastignac par rapport aux propositions de Raphaël est désignée immédiatement au début du mouvement par la périphrase, la reine de toutes les morts, résonnant avec le verbe commander qui le suit. Un des types de mort qui va se détacher des autres, ce sera la mort par noyade dans le vin, puisque si les 2 précédentes morts sont développées de manière très courte, en 1 ou 2 phrases seulement, la mort par le vin, elle, est développée sur 7 lignes. Et on peut évidemment noter l'ironie tragique de cet étalage, sachant que le roman s'ouvre sur le désir de noyade du personnage de Raphaël, comme si finalement cette méditation avait annoncé le système privilégié à la fin. On retrouve dans cet exemple évidemment tous les mêmes éléments, les questions rhétoriques, l'usage de la négation massif, mais on va avoir un exemple précis qui va être détaillé, le tonneau de Malvoisie du duc de Clarence, qui est mobilisé ici. Il s'agit ici de la désignation d'une condamnation à mort exemplaire, puisque le duc de Clarence était le frère d'Édouard IV, le roi d'Angleterre, qui a été condamné par traîtrise et qui avait choisi d'être noyé dans un tonneau de vin de Grand Prix, en l'occurrence de Malvoisie. Donc on va avoir là encore toujours ce système de parallélisme, ce balancement entre le tonneau de vin de Grand Prix et les bourbes de la Seine. On retrouve toujours ce balancement, les lits froids du corps de garde, les plaisirs de la morgue, balancement qu'on va retrouver aussi dans la définition de ces plaisirs, moins, plus. Autre élément intéressant, c'est la multiplication des termes qui dénotent l'extase. Plaisir, ligne 7, meilleur goût avec le comparatif de supériorité, ligne 10, avec l'adverbe noblement, ligne 11, le verbe jouir, ligne 13, qui vont véritablement illustrer cette usure par le plaisir. On a aussi dans cette partie l'élaboration de toute une rhétorique fondée sur des systèmes de parallélisme qui elles-mêmes crée un parallélisme avec ce qui précède notre extrait, c'est-à-dire l'évocation de ces différents types de morts par Raphaël, à savoir le pistolet, l'opium, la noyade. Et c'est ainsi que je passe à ma troisième partie, qui s'ouvre sur l'interjection et un élément de narration, reprit-il, partie qui va résumer, synthétiser toute l'énumération des morts possibles paradoxales dans l'expression le long suicide qui synthétise cette leçon que l'usure de l'existence par le plaisir. Long suicide qui va être opposé à travers le système négatif, n'est pas, à une mort d'épicier en faillite, expression relativement dédaigneuse, ce que l'on voit notamment à travers le recours
à l'indéfini, une, à travers le nom commun épicier, relativement dépréciatif, à travers la situation de cet épicier en faillite. Donc il s'agit ici d'avoir une mort beaucoup plus noble, comme c'était déjà convoqué à la ligne 11, cet élément de noblesse résonnant encore ici avec l'idée de déshonneur qu'il s'agirait de ne pas suivre. Ces épiciers, ces négociants ici seraient montrés comme faisant pitié à travers la proposition infinitive complément circonstanciel de but pour attendrir leurs créanciers. Et on retrouve toujours le système de parallélisme, épicier en faillite, négociant, créancier. Contre ce déshonneur, il va s'agir ici de mourir avec élégance, de redonner à la mort toute sa noblesse. On retrouve toujours ce système paradoxal. Et ce système va être évidemment toujours mis en balance à travers le parallélisme, donc à ta place d'une part, et puis le balancement je, tu à la ligne 17. Il s'agit ici de créer lexique de la création, un nouveau genre de mort, lexique de la destruction. On se retrouve toujours dans le paradoxe cher à Balzac dans sa conception de l'énergie. Et ce nouveau genre de mort, qui est cette mort avec élégance, se constituera en se débattant ainsi contre la vie. On peut noter ici le jeu de mots, évidemment, puisque débattre pourrait être ici l'inverse de battre. Il faudrait cesser de se battre contre la vie en acceptant finalement tous ses plaisirs, précisément pour s'user l'existence. Dernier élément d'intérêt, de la même manière que le texte s'ouvrait sur un chiasme, il se ferme là encore sur un chiasme à travers les pronoms première personne et deuxième personne. Je tâcherai, si tu veux, en te débattant, je suis ton second. À travers le mot de second, Rastignac pose ainsi Raphaël comme le capitaine du vaisseau. Mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Il s'agit ici de prendre en main de manière créative sa propre mort. En quoi la méditation sur le suicide reflète-t-elle la conception balzacienne de l'énergie ? Alors tout d'abord, le texte nous propose un exposé d'une théorie sur le suicide, théorie qui serait appliquée à une série de cas concrets évoqués par Raphaël précédemment, ce que va montrer l'ensemble des parallélismes qui vont structurer le texte. Mais ces parallélismes nous invitent aussi à lire le texte en parallèle de la conception balzacienne de l'énergie dont il se fait lui-même une image à travers l'expression initiale « user l'existence par le plaisir ». Ici, il s'agit bien d'une théorie paradoxale puisqu'il faudrait fuir la mort pour se suicider et au contraire vivre le plus intensément possible pour être sûr de mourir et de mourir du coup ainsi avec élégance. On a donc bel et bien une interaction et une simultanéité des forces de vie qui vont être présentes à travers la nourriture, la boisson, la sexualité, et des forces de mort. Et ainsi, on a donc bien une alliance paradoxale de la création et de la destruction, alliance qui va se montrer à travers la rémanence des nombreux paradoxes qui vont émailler le texte. Enfin, et c'est sans doute une spécificité du roman, ce qui est intéressant de voir, c'est l'usage de la rhétorique de la tentation, puisque Rastignac, ce diable de Gascon, va effectivement être ici une figure de tentateur que vont montrer notamment tous les systèmes de questions rhétoriques, l'omniprésence de la négation, le chiasme au début et à la fin du texte, qui fonctionne lui-même du coup comme un chiasme. Et ça aussi, c'est quelque chose de spécifique de la conception balzacienne, c'est l'action du diable dans le monde, au travers de personnages comme Rastignac, mais aussi évidemment comme l'antiquaire, qui exposait déjà les dangers de la vie intense, tout en proposant un moyen de la réaliser. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé d'analyser la construction de l'interrogation lignes 10 à 11. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que ligne 10-11, nous avons une phrase qui possède tous les marqueurs de l'interrogation sans en avoir le marqueur principal, à savoir le point d'interrogation. Quand nous tombons noblement sous la table, n'est-ce pas une petite asphyxion périodique ? Point d'exclamation. Alors ici, on pourrait tout d'abord analyser le mot introductif « quand » comme effectivement un outil de l'interrogation qui porterait sur la notion de temps. Le problème, c'est qu'ici, ce serait mécomprendre la phrase, puisque en fait, quand ici introduit une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle, en l'occurrence de temps justement.
Du coup, ce ne sera pas l'élément qui me permettra de définir que cette phrase est une question. Le seul argument qui me reste, du coup, ce sera l'interversion sujet-verbe, qu'on va trouver justement dans la proposition principale. N'est-ce pas une petite asphyxie périodique ? Ici, le sujet, c'est ce, et le verbe, c'est être. Donc, ce n'est pas une petite asphyxie périodique. Cette construction justifierait l'usage du point d'exclamation. Mais ici, par l'interversion, on est obligé d'interpréter cette phrase, non pas comme une exclamation, mais bien comme une question. Par l'usage de la négation, cette question deviendra évidemment rhétorique, dans le sens où, par la négation, on sous-entend que la réponse est évidente, et en l'occurrence, cette réponse évidente serait oui.